Du coup, moi, je suis MCU à Marseille et je vais vous présenter un dossier d'une patiente que j'ai pris en charge cet été, le 15 août. Donc, comme on peut être seul le 15 août en tant que jeune chef à Marseille. Enfin, il y a partout, j'imagine, hein, mais voilà. Enfin, Oui. à Marseille, en tout cas, on est très seul. Je vous le déconseille. Euh, Octobre 2022, une jeune femme de 24 ans, excellent état général, pas d'antécédents, pas de traitement, pas de toxiques, pas de tabac, pas de... Enfin, rien. Voilà, une jeune femme en pleine forme. Douleur abdominale qui traîne depuis 4 mois avec quand même 2 passages aux urgences dans nos structures et dans d'autres structures hors APHM, qui va retrouver un carcinome hépatocellulaire de taille importante, sans localisation secondaire initiale, qui va être réséqué en R0 dans une structure privée de la ville de Marseille, pour laquelle il n'est donc induit aucun traitement adjuvant, dans la mesure où la résection était R0 chez cette jeune femme. Bon, c'est évidemment une décision qui, après, à la suite du dossier, peut être discutable, mais en tout cas, c'est ce qui a été fait. Il y a une surveillance radioclinique qui est mise en place, avec des scanners réguliers, notamment un dernier scanner que je retrouve dans son historique, mars 2023, RAS. C'est un scanner injecté, donc a priori de bonne qualité. Les images ont été revues a posteriori et réinterprétées comme normales par nos radiologues lors de la RCP. Douleur médio-thoracique avec à nouveau des passages aux urgences et un diagnostic de lumbago rentré avec du Doliprane et un bisou sur le front. Ça dure à peu près 3 semaines jusqu'à ce que son oncologue, en plus la connaissant, parce que ça va faire partie aussi beaucoup du dossier, c'est une jeune femme qui est, comme souvent dans ces histoires diaboliques, qui est extraordinaire. Elle a une résilience incroyable, elle a une résistance à la douleur qui est bluffante et donc c'est pas une chouineuse, quoi. Donc son oncologue, fort de ça, pousse un petit peu les examens paracliniques. D'autant qu'elle, c'est pas ça, elle traîne avec cette douleur qui avait des radios, donc qui avait été interprétée comme normale, que j'ai récupérée, que je vous ai mis là. Moi aussi, personnellement, je les trouve normales. En tout cas, j'y vois rien de particulier. Si quelqu'un y voit quelque chose, je suis curieuse de savoir. Et finalement, elle va revenir paraplégique avec une installation rapide sur 3-4 jours, à 3 sur 5 sur les 2 membres inférieurs, pas de trouble vésico-sphinctérien initial. Et donc, elle est hospitalisée dans le service d'oncologie de sa structure privée. J'ai récupéré ces images d'IRM. Voilà son IRM. Il y a donc évidemment une localisation métastatique aux dépens de T10, avec une compression antérieure et postérieure, avec un envahissement des parties molles. C'est la seule lésion qui est retrouvée sur les bilans d'extension qui sont faits. Les autres TEP, scanner, IRM ne retrouvent pas d'autres lésions. Qu'est-ce que vous ferez? Qu'est-ce que vous auriez fait? On est en mai, là, 2023. Donc, initialement, c'est pas moi qui l'ai pris en charge, cette dame. Donc, la première chirurgie, c'est pas ma décision. Voilà, j'avais mis un rappel du score de Tomita, mais c'est vrai que les classifications de Tomita, c'est quelque chose qui est quand même assez vieux, et notamment, bon, je sais pas si vous l'utilisez dans votre pratique. Moi, on m'a quand même, moi, je l'utilise pas. Je sais que depuis les progrès quand même des immunothérapies, tout ça, c'est quand même des choses enfin, je pense qu'on a plus agressif d'un point de vue chirurgical que ce que pouvait le suggérer cette classification. Je vais remettre les images peut-être. Moi, j'avais proposé laminectomie isolée, laminectomie fixation, laminectomie réduction, vertébrectomie. Bon, vertébrectomie fixation, évidemment. Je remets les images parce que... Ouais, alors, j'ai pas récupéré le scanner. Non, il y avait non, pas de lise. Il y a pas de lise majeure, osseuse. C'est vraiment un envahissement, là. Bon, je pense qu'il est assez bien caractérisé par l'IRM. Du coup... On est sûr que c'est une méta-unique, ouais. Par contre, elle a eu un TEP derrière, rapidement. CHC, donc a priori pas très chimiosensible. Laminectomie, vertébrectomie. Quelqu'un veut se mouiller? Si, on vote laminectomie isolée. Ok, bon, laminectomie fixation. Ouais. Ok. Vertébrectomie, monsieur Steib. On va finir par être d'accord, monsieur Steib. Attention. Fin de journée, tout le monde s'amollit. Bon, en tout cas, ça a pas été fait. Ce qui a été fait, c'était une laminectomie isolée, qui a été donc fait, voilà, qui a permis quand même une récupération neurologique complète,
à J5. Donc la patiente était plutôt satisfaite. Il y a de nouveau des prélèvements anapathes qui ont été faits et qui ont été perdus. Bon, si. Je peux le dire parce que c'est pas ma structure, mais voilà, je sais pas comment c'est. Bon. Ils sont repartis donc sur une radiothérapie qui a pu être débutée à 5 semaines post-opératoire parce qu'il n'y a pas eu de complications initiales et une double immunothérapie faite sur l'identification de biologie de la pièce primaire de résection au niveau de son CHC. Donc voilà. Et donc vient le mois d'août, vacances de tous les chefs. Récidive, plégie, membrinf 2 sur 5, bilatérale, cette fois troubles vésico-sphinctériens qui ont conduit à un sondage. Elle est donc réhospitalisée dans sa structure privée initiale où ils introduisent une corticothérapie qui permet une bonne récupération de ces troubles neurologiques avec une récupération des deux membrinf et surtout de la descendée. Et puis de faire un petit peu la danse de la joie autour, c'est-à-dire IRM, re-TEP scanner, re-TAP-TEP, qui reconfirme qu'il n'y a des lésions qu'au niveau rachidien, même si elles sont étendues, je vais vous le montrer. Les chirurgiens rachidiens de cette structure dit pas touché, trop dangereux, moi je fais rien, palliatif. Et du coup, c'est à ce moment-là que l'oncologue me contacte. Alors, pas moi, la jeune MCU du service, évidemment, hein, mais notre service. Et il se trouve que dans notre service, Monsieur Blondel, Monsieur Tropiano et Monsieur Fuentes n'étaient pas là. Donc, c'était pour moi. Voilà son IRM. Radio-chimio et bon, c'est pour aussi dire un petit peu sur cette jeune fille. Elle est toujours en excellent état général. Donc moi, quand je la vois, je la récupère dans ma structure. Je pense que je me suis trompée de chambre quoi. Quand je rentre. Elle est toute souriante, elle est en pleine forme. Elle avait repris le travail depuis la laminectomie, donc c'est quand même pas mal. Hein, en moins de 2 mois, entre une compression médulaire, il y a ses parents, elle est bien entourée. Ses parents, sa sœur, voilà. C'est et elle veut pas mourir, quoi, hein, parce qu'on lui a dit palliatif. Ses parents, évidemment, donc ils me pleurent dans les bras, dans le couloir, c'est pas possible. Elle me demande si ce sera problématique pour ses grossesses futures. Donc manifestement, elle n'a pas bien enregistré la gravité de son diagnostic et de sa pathologie. Voilà, donc son IRM. Progression en T10 avec une sténose canalaire majeure. Bon, c'est difficile de montrer toutes les images, donc j'ai mis le compte-rendu du radiologue. Hein. Oui. Alors, vous parlez maintenant ou pour la première chirurgie? Alors, pour la première chirurgie, moi, j'ai pas cette analyse-là, mais c'est toujours plus facile de passer a posteriori, hein, forcément. Je pense pas qu'il y avait pas d'effraction au niveau du sac dural. Il y avait, à mon sens, pas de raison de ne pas pouvoir être R0. On tourne autour de la moelle et Ouais. on enlève tout en bloc. Hein, c'est tout à fait faisable. La tumeur est au contact du sac Et au dural, mais il n'y a pas contact d'effraction. de la dure mère, mais la dure mère, a priori, n'a rien. Non. On en avait rediscuté, hein, parce que donc, moi, je l'ai présenté en RCP à ce moment-là avec nos radiologues. Pardon? Ben, moi, je suis pas d'accord. Mais bon, ouais, je pense que. Non, bon, mais tout se discute effectivement, mais je pense qu'à partir du moment où il n'y a pas d'envahissement du sac dural, ça peut se discuter, surtout dans ces cas de patients très jeunes. Euh, Voilà, donc effectivement, là, T10 avec une sténose canalaire majeure, bipédiculaire de T11, pédicule droit de T12, processus transverse de L2, potentiellement pédicule droit de L2. Voilà. Bon, si on reprend la classification de Tomita, clairement, je pense que là, c'était à rien faire. Alors, du coup, maintenant, qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Elle a eu de la radiothérapie, elle a fini son programme complet de radiothérapie et elle n'a pas fini, enfin elle est toujours sous double immunothérapie qui est adaptée à l'identification de biologie moléculaire de la pièce initiale, plus de la pièce de tumeur initiale hépatique, puisque l'anapathe de la première laminectomie avait été perdue. Voilà, je le redis parce qu'après, du coup, nous, on a refait de l'anapathe et ça a modifié l'immunothérapie. Donc,
peut-être. Peut-être que je sais pas quand ça a muté, mais bon, ça a peut-être joué un petit peu. Alors, effectivement, elle s'est améliorée entre. Donc, la première IRM, moi, quand je l'ai transférée, c'est le 9 août. Elle s'était améliorée parce qu'elle était passée de 2 sur 5 sondés à 3 sur 5 désondés. Et elle s'est de nouveau aggravée dans le service. Dans le service, elle s'est de nouveau aggravée. On a à nouveau dû la resonder. Et en fait, en 48 heures après, elle s'est très rapidement réaggravée sans que les doses de corticothérapie étaient modifiées. Du coup, ce qui m'a amené aussi, parce qu'évidemment, là, moi, j'avais plutôt dans l'idée de temporiser un petit peu, d'attendre un vieux, que la fin des vacances pour avoir un soutien chirurgical ou au moins décisionnel dessus. Et en fait, l'aggravation neurologique m'a pas permis ça. Donc, j'ai quand même eu un soutien décisionnel, puisque j'ai évidemment quand même appelé mes patrons en congé, mais pas technique. Voilà. Je sais pas, toi, t'aurais fait quoi à ma place? On a 24 ans. Hein. Hmm. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Enfin, hmm. Déjà opéré, irradié, pas d'infection initiale, mais bon, une cicatrice qui est quand même pas très vieille non plus, hein, 2 mois. Les rayons. Hmm, hmm. La corticothérapie prolongée, pas très engageant non plus. Est-ce qu'il y en a qui l'auraient pas opéré du coup? C'est difficile, hein. C'est difficile surtout quand vous avez les parents et la jeune femme en face, hein. Alors peut-être, mais bon, moi aussi pour ça que je voulais présenter ce cas, c'est parce que je suis toujours pas sûre d'avoir pris la bonne décision, hein. Enfin, je sais pas. Mais moi j'ai pas réussi à dire bah non, désolé, rentrez chez vous. Ouais, personne. Tu l'opères sur une garde? Ouais. Hmm. Ouais. Ok. D'accord. Si on l'opère trop vite, on lui enlève aussi une chance parce qu'on ne lui fait pas le maximum qu'on aurait fait à tête reposée avec une équipe complète. Hein, donc, si elle bouge encore ses orteils, elle peut peut-être un peu attendre avec corticoïdes. Alors moi je l'ai présenté en RCP aussi et ce qui m'a décidé pour aller sur la chirurgie, c'est qu'ils ont voulu l'inclure dans un des protocoles d'essai d'électrochimio in situ. Donc où ils mettent, moi je connaissais pas du tout, hein, donc je sais pas, c'est aussi pour qu'on en discute, mais ils mettent en percutané des électrodes autour de la cavité opératoire post-opératoire pour mettre un courant électrique entre qui est censé ouvrir les pores des cellules tumorales, et donc ils mettent des produits de chimiothérapie in situ. Ils ont a priori des bons retours là-dessus. En médulaire, pas énormément, en tout cas pas l'équipe avec laquelle je travaille, mais en tout cas ils m'ont proposé ça et ils m'ont dit vas-y. Parce que de toute façon, sinon elle sera paraplégique dans 48 heures. Donc, même si tu la paraplégie, bah, ce sera plus la maladie que toi. Et plus tu réduis le volume tumoral, mieux c'est pour nous. Donc vas-y. Bon. Vas-y toute seule. Donc, du coup, la question, donc, bilan paraclinique complémentaire. Je ne sais pas s'il y en a qui auraient fait. Bon, un scanner, évidemment, je suis désolée, j'ai pas mis les coupes, mais je l'avais. Le corps vertébral elliptique, ouais. T10 principalement, par contre les autres non. Les pédicules, tout ça, il y a les pédicules de T11, T12 et L2, ils flashent sur l'IRM, mais pas de lise osseuse visible sur le scanner. Moi j'ai demandé une artériographie, alors j'avais pas. A priori, il m'avait dit que ça symbolisait pas énormément les métastases des CHC. Effectivement, ils n'ont pas pu emboliser, il n'y avait pas grand chose, c'était peu vascularisé. Par contre, j'avais dans l'idée de repérer la spinale qui, évidemment, est en T10 gauche, en plein dans la tumeur. Voilà. Donc, on y allait en prévenant bien quand même la jeune fille et les parents que c'était un peu une chirurgie de la dernière chance et qu'on n'espérait pas des résultats incroyables. Voilà. Et du coup, moi, j'ai fait la vertébrectomie à ce moment-là, en essayant de réséquer également les pédicules, donc les 4 pédicules atteints, donc les 2 de T11, le T12 droit et
et le L2 droit. Et donc ça, c'est les imageries post-op qui sont critiquables. Hein, enfin, j'ai quelques propositions de critiques. Donc en ligaturant les 2 racines de T10, j'ai pas réussi à conserver le pédicule intercostal gauche pour essayer de garder la spinale antérieure. J'ai essayé, puis je l'ai jamais trouvé en fait. Donc j'ai réussi à garder le droit. C'est pas très utile, mais pas le gauche. Il y a eu une brèche durale pendant que je ligaturais une des racines de T10 où j'ai eu comme je pense le sac était sous pression, parce qu'après j'avais perdu une dissémination intra-sac durale, mais comme c'était sous pression, en fait, je pense pas, et puis j'ai pu la suturer sans difficulté, c'était une petite brèche. Ça m'a pris la vie des rats. Elle a saigné quasiment 2 litres et évidemment elle s'est réveillée complètement paraplégique. Donc moi j'avais envie de mourir, elle aussi. Je l'avais mis, je n'ai jamais eu de potentiel, même à l'induction. Tu mets des neuromonitoring en chirurgie tumorale? C'est une question ouverte aussi, parce que la littérature n'est pas très... Oui, non plus. Je l'avais mis et puis en fait elle en avait pas. Même à l'ouverture elle en avait pas de potentiel. Alors, j'en avais parlé avec Monsieur Blondel qui m'avait dit ne le mets pas parce que de toute façon si tu perds le signal tu vas paniquer, et de toute façon ce sera trop tard, tu pourras rien faire de mieux. Bon, voilà, comme j'avais très peur, j'ai essayé d'avoir un toutou, ce qui n'a pas marché. Donc j'ai pas, et donc après pour les critiques, parce que bon c'était peut-être pour les jeunes chirurgiens s'ils sont, oui. Oui. Par devant. Oui. Ça faisait partie de mes options également. Alors là, le problème, c'est que tu peux pas faire en un morceau, alors que là, la vertébrectomie, tu fais en un morceau, quoi. Mm. Ouais. Mm. Ouais. C'est très logique comme raisonnement. C'était peut-être le bon. Je vous dis, je suis pas tout à fait sûre non plus. Hein. J'ai pas, et donc après, bon, quelques erreurs. Ça finit bien parce qu'elle a récupéré complètement. Parce que évidemment, moi je pensais elle était paraplégique sur l'ischémie médulaire, mais a priori j'ai plutôt eu de la chance parce que non. C'était juste sur le fait que la distraction, la chirurgie longue, tout ça, mais elle a récupéré complètement à gauche, pas complètement à droite, mais à droite c'est aussi là où je lui ai pris du péroné, donc bon. Par contre on a pu la dissonder rapidement. Et juste pour en rediscuter, parce que du coup, bon, moi évidemment c'était ma première vertébrectomie, pour critiquer. Après, bon, tout le monde avait critiqué. Il y avait une vis qui était mal placée que j'ai retirée à J3. Donc, j'ai dû retirer la vis. Je pense que le VELI fait beaucoup trop gros. Je sais pas ce qui m'a pris de mettre un si gros. Je sais pas. Il est pas trop gros parce que plus il est large, moins il s'enfoncera. Et à partir du moment qu'il il n'est pas très bien centré, mais quand je veux centrer, elle bouge les pieds. L'erreur, c'est pourquoi 4 vis en bois en bas. C'est ça le truc. Alors, parce qu'il y a des pédicules qui sont retirés. Hein. Ah, d'accord. Donc, notamment le L2 droit. Et du coup, ça faisait arrêter un peu tôt, je pense. Mais Solène, moi avec mon vieil âge et mon expérience, parce que j'en ai fait pas mal des vertébrectomies, peut-être pas tout le monde ici, hein, mais moi j'en ai fait, il faut, quand on est devant un malade comme ça, penser, c'est une personne, je la vois, je la comprends, je vais tout faire pour la sauver, et j'emmerde les statistiques. Si moi on me dit qu'il y a 70% d'échecs et 30% de réussite, je vais l'opérer, parce que si on ne lui fait pas ça, 1, elle va être paraplégique, 2, elle va mourir. Qu'est-ce qu'on risque? On risque de sauver une vie, c'est tout. Et le fait qu'elle ait été paraplégique, ça rend malade. Mais si elle avait fait une paraplégie sans qu'on l'opère, ça détruit, parce qu'on se dit c'est de ma faute. Ça, c'est ma faute, parce que je n'ai pas réussi
à prendre une décision et à me baser sur des statistiques idiotes, parce que les statistiques, elles sont faites par le mauvais de l'équipe et le meilleur de l'équipe. On a une espèce de moyenne. Alors, moi, maintenant que j'ai vu ça, je sais que Solène, elle est au-dessus de la moyenne, et que s'il y a 30% d'échecs, eh ben, 30% de réussite, eh ben, dans les mains de Solène, il y a 50 ou 60. C'est pas fini. Non, mais il faut de temps en temps se dire, j'existe, moi, je vais faire pour mon malade le maximum. Et ça. Et des fois, je pense que et c'est pour ça aussi que le raisonnement, c'est que le maximum des fois est toxique. Et on se dit, il ne faut pas faire là, j'ai pas été un peu toxique, et puis s'en aller en disant je m'en fous, après moi le déluge. Non. Et ça, c'est un message que je me permets de faire à mon grand âge, parce qu'aujourd'hui, on ne fait que de la médecine statistique, le petit p. Et ben ça, c'est bien, et c'est ça qu'il faut montrer. Il faut avancer un peu. Vas-y, Henri. Ouais, pardon. Ah oui. Ah oui, j'avais même essayé d'appeler les anciens assistants en privé. Donc, j'ai opéré le 14 août. Personne. Ouais. Ça pour tout de suite, j'ai fibrosé mes surrénales. Et juste, moi aussi, une des erreurs aussi, je ne sais pas si pour les plus jeunes, et après j'arrête, mais je n'avais pas drainé. Parce que ça me semblait pas être nécessaire sur le coup. Et évidemment, elle a fait un hémothorax à J2 que j'ai dû drainer à l'arrière. Bon, c'est pas très grave, mais si je le refais, je drainerai. Ça finit pas mal pour l'instant. Bah, c'est un petit peu tôt parce qu'elle a pu reprendre. J'ai eu de la chance, elle s'est pas infectée. Elle a bien cicatrisé. Bon, voilà. Alors ça aide beaucoup qu'elle ait 24 ans et qu'elle soit en super bon état général. Je me rends bien compte que c'est une chance incroyable. On a donc modifié son immunothérapie suite au prélèvement qui avait été fait. Et puis elle a eu son IRM avant-hier. Elle a eu une IRM avant-hier qui retrouve une lésion en S2. Voilà. Ouais. Donc j'étais très très contente et là je suis très très triste. Mais bon, voilà, je sais pas, j'espère qu'ils vont pas m'appeler, c'est son coloc. Il y a un deuxième truc dans des cas comme ça, c'est de demander au plasticien de faire un lambeau pour fermer, parce que le lambeau va sucer la plaie, et a priori on n'a pas d'infection quand on a un lambeau sur un malade réopéré, sur un malade irradié. Faire un lambeau de grand dorsal, ça marche vachement bien. Et en plus, comme ça a duré un certain temps, c'est eux qui ferment et nous, on s'en va. C'est bien. Solène, est-ce qu'on pourrait aller en arrière, là ? Oui. Encore en arrière. Parce que, non, c'est bon, revenez en avant, là. Je vous ai fait des compliments, mais vous savez que je ne vous en fais pas toujours. Qu'est-ce que vous pensez de la tige dans le logo de votre service, là ? Vous qui faites des tiges sur mesure. Il n'y a pas assez de l'ordose. Ah, bon. D'accord. Ouais, vous avez raison. Parfait. Merci Solène pour ce cas. Ouais, il va falloir malheureusement qu'on avance.